Salut à toi qui regarde et bienvenue dans cette deuxième journée de formation dédiée au référencement Google. Je ne vais pas récapituler ce qu'on a vu hier dans une longue introduction sur les bases du référencement qui finalement rentrait déjà pas mal dans le détail pour une intro débutant, pas vrai ? Ce que j'ai partagé en plus des bases, c'est une vision alternative du SEO qui consiste à se dire que Google est très malin et qu'on va essayer de travailler dans son sens plutôt que d'essayer de tricher et de risquer de se faire prendre. Aujourd'hui, nous allons donc passer aux conseils avancés pour l'optimisation de ton référencement. Je te préviens, il y a tellement de choses à faire pour ton SEO dans ce qui va suivre que je suis obligé de t'avouer que même moi, je n'ai jamais pu appliquer l'ensemble de ces techniques tout en même temps à un seul et même projet. Tous les projets pour lesquels j'ai travaillé le SEO en profondeur sont toujours perfectibles. Autrement dit, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses à améliorer. Le travail du SEO n'est jamais fini. Je pense donc qu'avec tout ce qu'on va voir maintenant, demain et après-demain, tu vas avoir largement de quoi bosser. Toutes ces préconisations, j'ai décidé de les séparer en 4 catégories. Premièrement, les conseils sur les actions à entreprendre en amont de ton projet, avant même de commencer à fabriquer le site internet et même de réserver ton nom de domaine. On va voir ça aujourd'hui. Deuxièmement, les conseils sur la pertinence de ton site. On va commencer ça aujourd'hui avec la première partie et le troisième jour sera complètement dédié à ça. Ensuite, point 3, les conseils sur l'autorité qu'on va faire gagner à ton site. Ça sera déjà pour le 4e et dernier jour. Et enfin, on terminera par ce que j'appellerais le fine-tuning, le peaufinage. Ce qu'on va faire pour vraiment sortir du lot, aller encore plus loin, finement. Bref, comprendre tous ces conseils et les appliquer à un ou deux cas concrets devrait faire de toi un expert ou une experte. C'est parti, on commence tout de suite. Réfléchis à ta stratégie en amont. Bon, je te vous vois toujours sur mes slides, ça te dérange pas ? Alors, faire quelque chose en amont signifie faire quelque chose avant, à la source, au départ. Avant même de réaliser ton site internet, il convient de réfléchir au business que tu vas lancer en ligne avant même de commencer à créer le site et même de réserver le nom de domaine. Si tu as déjà créé ton site, tant pis, prends bien note de ces conseils que tu devras quand même appliquer à ton site et à ton business existant. Tous les formateurs en marketing te le diront, c'est le premier conseil qu'on donne toujours, tu dois trouver un marché, c'est-à-dire des gens qui ont un besoin. Le produit ou le service que tu vas vendre, il doit répondre à un besoin qu'a ta cible. Par exemple, toi, tu fais partie de ma cible. Tu veux apprendre le référencement Google pour toucher du monde sur Internet et gagner des sous. Ma réponse à ton besoin, c'est cette formation qui va t'expliquer comment faire. Tout ça, c'est du marketing. Je ne m'y attarde pas trop. Il y aura d'autres formations sur le sujet, mais pense-y. Ensuite, tu vas devoir faire ce qu'on appelle une étude de marché. Si tu n'as pas de concurrent parce que ton produit est complètement innovant, c'est très bien, bravo. Par contre, cela ne va même pas s'appliquer à 1% des gens qui vont regarder cette formation. Donc, probable que tu vas devoir chercher qui sont tes futurs concurrents, à quel prix ils vendent leurs produits. Tu vas analyser leur site web pour voir quelle gueule ça a. Tu vas analyser leur stratégie sur les réseaux sociaux. Tout ça. Et bien sûr, tu vas analyser leur SEO. Tu vas te poser des questions comme depuis combien de temps ces concurrents sont en place ? Combien de liens pointent vers leur site ? Est-ce qu'ils se positionnent uniquement sur des expressions clés concurrentielles ? Et est-ce qu'il te reste un peu de place pour aller chercher du trafic niché ou du trafic de longue traîne ? C'est-à-dire des expressions longues avec une bonne moyenne entre la faisabilité de positionnement et le trafic potentiel sur les requêtes visées. Pour analyser le SEO de tes concurrents toi-même sans passer par un référenceur professionnel, je te propose de jeter un œil à 4 outils très connus, à savoir SEMrush, Moz.com, Ahref et Majestic SEO. Accéder à la version pro de ces outils coûte un peu cher pour un débutant. Tu peux commencer à utiliser leur version gratuite pour ceux qui en proposent. Évidemment, tous les tarifs et versions d'essai sont sujets à changement dans le temps,
vérifie bien les tarifs sur chaque site. Si tu galères à trouver les prix, tape par exemple moz.com pricing dans Google, tu arriveras directement sur la page des tarifs. Donc si tu souhaites investir dans l'un de ces outils, ce que je peux te conseiller pour faire des économies, c'est soit de choisir la version d'essai d'un mois d'Ahref pour $7, ou soit de choisir Majestic SEO, qui est 50% moins cher environ que ses concurrents toute l'année. Mais encore une fois, ces tarifs peuvent changer. À vérifier donc. Beaucoup moins cher mais moins connu, il me semble, il existe aussi kwfinder.com, ou autre option, tu peux choisir une solution Made in France, propulsée par Kevin Richard, alias 512 Bank. Il s'agit de SEO Observer. Les clients semblent très satisfaits, donc si tu as les moyens, je pense que tu peux foncer sans problème. En vrac, il existe aussi des outils comme SE Cockpit, Ranks Explorer et Youda Inside. C'est vraiment à toi de faire ton choix en fonction de ton budget et des options que tu veux. Il faudrait faire une formation complète sur chaque outil. Tu me diras si ça t'intéresse. Mais si tu es là, c'est probablement que tu débutes là-dedans. Donc je te conseille de déjà démarrer avec un investissement minimum afin d'avoir ta propre expérience. Et ensuite, tu peux choisir ton outil définitif si tu souhaites continuer à analyser plus de choses pour ton référencement naturel sur le long terme. Ce qui n'est pas non plus une obligation, surtout si ta stratégie est clairement définie, bien calée, bien claire à la base, en amont donc. Ça, c'était pour l'analyse du SEO de tes concurrents dans le cadre de ton étude de marché. Voilà, donc en gros, l'idée est de connaître la concurrence, auditer les stratégies et tactiques mises en place par tes concurrents, histoire de pouvoir affiner ton plan d'action. J'ai déjà eu des clients qui me faisaient bosser pour créer des campagnes Google Ads, AdWords de l'époque. Ils mettaient 1000 € par mois, 0 vente. Ils n'avaient même pas pris le temps de chercher le nom de leurs produits dans Google. Il y avait 2 grosses boutiques super connues qui vendaient la même chose, moins cher, avec un site beaucoup plus beau et plus rapide à se charger. Ce client avait un PrestaShop tout pourri hébergé pour 3 € par mois sur un plan d'hébergement mutualisé perso. Chez un hébergeur que je ne citerai pas. Il fallait 20 secondes pour charger la page d'accueil. Avec une petite étude de la concurrence, il aurait économisé 1000 € en n'investissant pas dans de la pub avant d'avoir adapté son business en ligne. Ça sort un peu du SEO, mais je te rappelle qu'avant d'investir de l'argent en faisant ta petite étude de marché et tes premiers tests, il ne serait peut-être pas idiot de faire un plan d'affaires, un business plan. En gros, tu vas essayer d'estimer tous les frais que tu vas avoir, site web, hébergement, netlinking, etc. Tu vas estimer ta capacité à vendre ton produit ou tes services. Et tu vas définir le tarif de ton produit en appliquant une marge suffisante pour pouvoir vivre de ton travail. Bon, ça c'était une petite parenthèse cadeau. Ici c'est une formation en SEO. Et puisque cette matière est très vaste, si tu veux approfondir, je te propose de chercher sur Google créer un plan d'affaires. Voilà. Revenons au SEO. À ce stade, tu vas être en mesure de définir plusieurs listes d'expressions clés que tu vas pouvoir classer par catégorie. Sauf si tu n'as vraiment qu'un seul produit très spécifique, dans ce cas, tu n'auras peut-être qu'une seule liste, qu'une seule catégorie. Pense bien aux catégories d'expressions clés, aux familles de mots-clés. Prendre le temps de bien penser à ça en amont te facilitera la vie pour créer tes futurs contenus, les enrichir et créer ce qu'on appelle des silos. Nous verrons en détail comment créer un site en silo demain dans la suite de la formation. Tu vas maintenant pouvoir choisir le nom de ta marque. D'abord, vérifie que ce n'est pas déjà pris par une autre entreprise. Ensuite, choisis quelque chose de court et mémorisable. Évite d'ajouter plus de 2 mots dans ton nom. Il s'agit d'un nom, pas d'une description de ton activité. Un bon exemple, Coca-Cola, 2 mots courts. Un mauvais exemple, ça aurait pu s'appeler boisson sucrée caféinée. C'est long et descriptif, ça ne fonctionne pas. Le but est de te créer une identité et de faciliter la mémorisation de ta marque. Niveau web, un nom de domaine court laissera aussi de la place dans la barre d'adresse pour mettre des mots-clés dans tes URL. Google tronque les URL trop longues dans les SERPs, les résultats de recherche. Tu vas pouvoir créer des URL courtes avec tes mots-clés.
Les URL doivent rester courtes pour être simples à comprendre par l'internaute et elles ne doivent contenir que les mots-clés essentiels sur lesquels tu souhaites te positionner. Je vais y revenir, mais on rappellera quand même que depuis 2012, Google se réserve le droit de pénaliser ton site, ton nom de domaine, s'il contient des mots-clés. Ou en tout cas, il se réserve le droit de supprimer les avantages que tu aurais pu avoir avec un EMD. Un EMD, ça veut dire Exact Match Domain. Autrement dit, avant, c'était facile de bourriner son SEO en prenant des noms de domaine à rallonge, plein de mots-clés. Maintenant, Google aurait théoriquement pondéré ça, ou en tout cas en partie. J'y reviens dans une minute. Pour ton nom de domaine, je te conseille aussi de privilégier le .com du nom de ta marque. C'est le must pour ta crédibilité. Si ta marque n'est pas disponible en .com, et si tu cibles la Belgique par exemple, comme moi, qui suis belge, tu peux prendre un .be. Pour la France, prends un .fr, mais cela va te restreindre à un marché national. Donc fais bien ton choix. Ce type de nom de domaine se positionne mieux sur le Google national, mais par contre assez peu en dehors de leurs frontières. Il existe bien sûr d'autres extensions alternatives comme le .net, le .org, le .eu, .info, .pro pour les pros. Le .pro c'est un TLD, un top level domaine qui a son petit intérêt pour le SEO aussi, mais chut. Si tu veux te positionner sur une expression qui contient le mot pro ou le mot professionnel, ça peut t'aider. Je dis ça, je dis rien. Alors il y a aussi le .me, le .io pour les startups, cette drôle de mode. En vrai, io, ça veut dire Indian Ocean, pas input-output. Mais bon. Après, on verse dans les .school pour les écoles, les .imo pour les sites d'immobilier et autres .paris pour les bobos. Non, je déconne. Mais vraiment, si tu veux t'offrir un .com quitte à ajouter une particule après le nom de ta marque dans le nom de domaine, ça serait la meilleure chose à faire. Et petite parenthèse, si tu veux te lancer dans l'aventure du rachat de noms de domaine, des noms de domaine expirés, cela peut être intéressant pour récupérer de l'ancienneté et quelques liens, mais à analyser finement. Ne va pas racheter un nom de domaine utilisé précédemment pour un site de cul. Ça risque de te griller quelques futurs partenariats. Si tu veux pour le rachat de nom de domaine expiré, tu peux passer voir mon pote Maximilien Labadie qui a publié une abondance d'articles sur le sujet, genre ce top 10 de plateformes pour le rachat de nom de domaine. Alors, juste petite remarque, je reviens à mes EMD, Exact Match Domain, les noms de domaine remplis de mots-clés. Je t'ai dit que Google avait pondéré leur impact sur le positionnement en 2012. Après, dans les faits, moi, ce que je constate, c'est qu'il peut être facile de gratter une première page sur Google, sur ta première expression clé, en réservant un EMD, donc un nom de domaine avec tous tes mots-clés dedans. En préparant cette formation, je me suis rendu compte que formation-référencement-seo.com était libre. Du coup, je l'ai réservé. J'essaierai de prendre le temps de faire une page de vente bien structurée là-dessus, et puis je lui ferai 2-3 liens pour voir ce que ça donne. Pense à aller voir si tu es un late viewer, genre cette formation elle a 1 an ou 2, on verra si le site se positionne bien. Bref, d'un point de vue purement SEO, dans les faits, ça fonctionne toujours pas trop mal de se positionner avec ce genre de nom de domaine, à condition que ton contenu soit super pertinent sur ta requête. Après, je te déconseille d'investir beaucoup sur eux si tu as un projet de site ambitieux. Premièrement, il ne s'agit pas d'un nom de marque mémorisable ou vendeur d'un point de vue marketing sur le long terme. Si tu veux vraiment t'investir sur ce nom de domaine, cela va coincer niveau notoriété à un moment donné, niveau branding, niveau image de marque. Deuxièmement, comme je t'ai dit, Google a annoncé en septembre 2012 qu'il réduisait la visibilité de ce type de nom de domaine. Car avant, des noms de domaine comme ça se positionnait vraiment trop bien. Autrement dit, pour se positionner, il va falloir un bon site en plus du nom de domaine. Un nom de domaine comme ça peut valoir la peine pour certains sites de niche, mais peut-être pas pour de gros money sites, des money sites. Voilà, fais tes tests. Enfin, très important, beaucoup de gens se plantent sur ça, choisis un bon hébergement sur lequel tes sites vont tenir.
où tu n'auras pas une erreur toutes les 5 minutes pour te dire que tu as dépassé ton quota de visiteurs. Un hébergement avec un bon support technique et des sauvegardes. En cas de crash, tu perds tout. Google aime les sites rapides et il n'aime pas les sites qui répondent absent une fois sur deux. Moi, je suis à fond là-dedans. Je te conseille notre service EasyHoster. Franchement, vu la qualité et le service qu'on fournit derrière, ce n'est pas cher du tout. Si tu veux plus d'infos sur le sujet, tape simplement EasyHoster sur YouTube par exemple. Tu trouveras un spot publicitaire que j'ai réalisé en motion design. Mate la vidéo, c'est intéressant aussi pour toi au niveau de ton référencement, puisque cette stratégie de vidéo marketing, elle me rapporte des clients toutes les semaines. Donc va voir si ça t'intéresse. Bref, si tu cibles n'importe qui en Europe, les hébergements d'EasyHoster sont faits pour toi, puisque nos serveurs sont localisés en France et accessibles depuis le monde entier. Vraiment, hein. Ce qui n'est pas le cas de tous les hébergeurs. Tu peux me croire, je vis en Asie et j'ai identifié quelques hébergeurs qui mettent 45 secondes à m'afficher une page, dont un très gros hébergeur français qui visiblement fait des économies de bout de chandelle sur la bande passante internationale. Enfin, dernière décision que tu vas devoir prendre en amont, à l'instar de ton hébergement, tu vas devoir éviter les technologies bloquantes pour la publication de tes contenus. Tu vas devoir éviter l'intégration de contenu via des embeds Ajax en JavaScript. Certains thèmes Bling Bling le proposent encore. Autre exemple, un truc obsolète à éviter aussi, la technologie Flash. Certains sites en Flash existent toujours sur le web à l'heure où je crée cette formation. J'en ai vu un récemment. C'était le site d'un concurrent à qui j'ai réussi à piquer un bon client. Cette impossibilité de crawler le contenu, de parcourir le contenu, c'est pour ça qu'à l'époque, on faisait toujours une version de site web en Flash, une version assez stylée, et une version en HTML, une version plus accessible. On se faisait bien chier à l'époque. Mais bon, depuis que les smartphones ont abandonné le Flash, c'est bientôt le cas à mon avis des navigateurs modernes sur ordinateur, cette technologie est définitivement morte en principe. Dans la même idée, pour les vidéos, je te conseille de favoriser un hébergeur que Google comprend, c'est-à-dire de préférence YouTube, avec les transcripts, c'est-à-dire des sous-titres pour les vidéos. Et pour ton site web, à défaut d'être une rockstar du développement pur, Laravel, Symfony et compagnie, si tu veux, pour être sûr d'éviter les ennuis, choisis WordPress. Ensuite, installe un plugin de SEO, par exemple Yoast SEO, All-in-One SEO ou de SEO Framework, par exemple. Si tu vas dans Yoast, par exemple, le plugin WordPress, rends-toi dans l'onglet Médias et choisis de rediriger les pages de médias inutiles de WordPress vers le fichier image directement. Cela va faire diminuer le nombre de pages de faible qualité de ton site web. Tu ne peux pas te permettre de faire indexer des pages vides aujourd'hui avec ton SEO. Bien sûr, il est possible aussi de faire des erreurs avec WordPress si tu n'es pas développeur. Utilise cet outil religieusement, ne fais pas n'importe quoi. L'avantage avec WordPress, c'est que si tu galères quelque part et si tu fais une boulette, on pourra facilement t'aider. Alors que si tu choisis une autre solution, tu risques d'être livré à toi-même car maintenant, quasiment tout le monde est sur WordPress. Genre, sur Pro du numérique, je pense mettre en place un groupe privé pour les clients des formations. Un groupe où tu pourras venir poser toutes tes questions en cas de souci avec WordPress. Quand ça sera en place, on tentera vraiment de t'aiguiller vers une solution à chaque fois que tu seras coincé avec WordPress. Et tous les clients auront accès librement à ce groupe privé. L'idée, ça serait vraiment de s'entraider. D'ailleurs, si tu vois un aspect que j'aurais oublié pour la préparation d'une stratégie de SEO en amont, faudra venir m'en parler dans le groupe privé. Ou alors tu m'envoies un email si le groupe n'est pas encore disponible. Le but, c'est aussi de discuter un peu ensemble après la formation. Je peux sans problème créer des petites vidéos bonus de 15-20 minutes pour me corriger si j'ai dit une connerie. Ou je peux faire une vidéo bonus pour ajouter un point que j'aurais oublié dans cette formation SEO. Je suis humain et c'est évident que je vais faire des erreurs parfois. Bon, voilà qui achève ce petit chapitre sur le SEO en amont. Nous allons pouvoir entamer tranquillement le plus gros morceau, les conseils sur la pertinence. Alors, si tu veux faire une pause, prendre un café, prendre une petite bière, ou mieux, la petite bière pour la concentration sera peut-être pas top, mieux un jus de légumes, prends un jus de légumes, c'est le moment parce que on va monter d'un cran dans la technique.
C'est bon, t'es prêt? Allez, on y va. Alors, premièrement, tu dois empêcher l'indexation de ta pré-prod. Ta pré-prod, ou staging en anglais, c'est le site sur lequel tu vas travailler avant qu'il ne soit prêt à être mis en ligne. Il faut t'arranger pour que Google ne l'indexe pas. Si tu travailles sur un sous-domaine, donc un domaine différent du domaine définitif, laisser s'indexer la pré-prod va créer pour toi du duplicate content, du contenu dupliqué, ce qui va être néfaste à ton référencement puisque Google ne va pas savoir quelle est la version originale de ton site. Si tu travailles déjà sur ton nom de domaine définitif, avant la première mise en ligne, je te conseille de mettre ton site en maintenance, soit avec un plugin WordPress de type Very Simple Password ou Coming Soon Page by SiteProd. Ça va te permettre d'empêcher Google d'indexer tous les faux contenus en anglais par exemple qui sont importés par ton thème WordPress ou d'autres contenus de substitution du genre le premier article qui s'appelle Bonjour tout le monde, l'article qu'on voit sur tous les sites WordPress amateurs, plus d'1 million de résultats français sur Google pour cette requête. Si tu ne fais pas ça, tu risques d'envoyer un mauvais premier signal à Google dès le départ. Et si tu travailles pour un client, il risque d'être assez mécontent de retrouver un clone de son site à moitié pété dans tous les sens sur Google. Pense utilisateur. Tu dois absolument faire en sorte que tes lecteurs aient un fort taux d'engagement pour ton contenu. Aujourd'hui, l'algorithme de Google est conçu pour détecter si, oui ou non, les pages de ton site satisfont les visiteurs de passage. Parfois parce qu'ils restent longtemps sur ta page, et d'autres fois justement parce qu'ils trouvent immédiatement l'information qu'ils recherchaient. On parle ici d'une intelligence artificielle bien rodée, hein. On vit dans le futur là, c'est Google quand même. Déjà en 2013, Google nous sortait Hummingbird, l'algorithme Colibri. Si tu veux, le but de Google était déjà à ce moment-là de mieux comprendre les requêtes recherchées par les internautes pour devenir un moteur de réponse et non plus un moteur de recherche. T'as vu à quel point c'est abusé? Quand tu te poses une question, tu la poses à Google et généralement, tu n'as même plus besoin de te taper 5 pages de Wikipédia pour avoir la réponse à la question que tu te posais. Ensuite, avec l'algorithme RankBrain en 2015, Google officialise son utilisation de technologies de machine learning. Je veux dire d'apprentissage automatique en fonction des comportements des internautes, tout ça. T'imagines bien qu'avec de telles technologies, on n'est plus à l'époque où l'on pouvait se payer la tête de Google avec des pages spammy, remplies de mots-clés écrits en blanc sur fond blanc et avec des milliers de liens issus d'annuaires de sites web. Garde simplement ceci à l'esprit, c'est la petite phrase en bas de la slide. Si je suis légitime dans mon secteur d'activité et que je satisfais les internautes, tout sera plus simple pour mon référencement. Veille particulièrement à offrir une réponse pertinente et complète via ton contenu pour les requêtes précises que tu vises avec une page. Regarde comment Wikipédia répond de façon pertinente aux sujets abordés, en attaquant tous les sujets traités sur différents angles. C'est la raison de son excellent positionnement, rien de plus. Ça m'amène à te conseiller d'optimiser ton contenu comme un vrai pro du SEO. Content is king, le contenu est roi, ça fait des années qu'on le dit. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai qu'hier et ça le sera peut-être encore plus demain. Là, je vais te balancer une bonne vingtaine de conseils concrets rien que pour optimiser le contenu de ton site, pour qu'il se positionne au mieux, naturellement, dans les résultats proposés par Google. C'est le moment de vraiment prendre des notes. Rédige des titres accrocheurs pour tes articles. Que ce soit pour un article de blog ou même une page de site web, un titre doit répondre à une question, soulever une problématique précise, comporter des chiffres par exemple, ou encore mettre en avant un bénéfice fort, un bénéfice dont va pouvoir bénéficier le lecteur. Voilà, le titre doit être accrocheur. Le titre d'une page est le premier élément qui sera vu par les internautes issus de Google ou même les internautes issus des réseaux sociaux. Il doit pousser au clic. Un bon titre peut vraiment faire la différence pour ton trafic si tu arrives à te hisser dans le top 3 des positions de Google. Rédige des balises title uniques.
Google utilise la balise title pour comprendre le contenu et la singularité d'une page pour la référencer sur un groupe de mots-clés spécifiques. Si tes balises title sont identiques d'une page à une autre, et même ne fût-ce que pour 2 pages dans ton site, cela nuira fatalement au référencement des 2 pages concernées. D'ailleurs, si tu fais l'erreur d'oublier la personnalisation d'un title et que ton site est inscrit sur Google Search Console, la version 1 du Google Search Console te préviendra de cet oubli. Voilà, preuve que cette optimisation ne peut pas être négligée. Après, hélas, dans la version moderne du Google Search Console, apparemment ils ont décidé de supprimer cette fonctionnalité. Donc on trouvait ça sous l'onglet Amélioration HTML. Et donc ça t'avertissait des balises title de ton site qui étaient en double. Voilà, tu vas devoir te démerder tout seul. Chacune des pages d'un site doit traiter d'un sujet très différent, ou en tout cas très précis. Attention à la cannibalisation. Un mot sur la cannibalisation. Tu peux très bien avoir bossé une bonne landing page qui va se placer en première page de Google, disons à la 3 ou 4e position, par exemple. Imaginons dans mon secteur, je me suis positionné très bien sur la requête hébergement web. Et puis, pour forcer un peu le trait, tu vas créer une seconde page où, par opportunisme, tu vises la requête hébergement de site. Voilà, c'est pareil, la page, c'est le même sujet, c'est redondant. Donc la seconde page est complètement différente, mais elle traite exactement du même sujet, ou un sujet très très proche, sans distinction flagrante. Là, tu vas peut-être te dire que Google va faire remonter tout ton site parce que tu as plein de pages qui parlent d'hébergement web ou d'hébergement de site. Sauf que non. Quand tu n'es pas spécifique dans ton contenu, c'est l'inverse qui va se produire. Google va indexer ta 2e page, mais elle va bouffer la première qui toute seule avait un bon jus. Au lieu d'une bonne page unique en 4e position, tu vas te retrouver avec tes 2 pages reléguées au fond des SERPs. Donc veille bien à ce que chaque page, chaque titre soit bien différent, donc avec un sujet bien distinct. Dans le cas inverse, comme je te l'ai dit avant, Google Search Console t'avertissait qu'il y avait un problème sur ton site. Donc faut pas jouer avec ça. Place tes mots-clés en début de balise title. Google accorde énormément d'importance à la balise title, donc forcément, tu vas y placer tes mots-clés, mais pas n'importe comment. Essaye si possible de placer tes mots-clés principaux en début de ta balise title. Donc, placer les mots-clés sur lesquels tu souhaites te positionner et ou les mots-clés que l'internaute devrait s'attendre à trouver lors de sa recherche. N'oublie pas que, sauf quelques exceptions rares, c'est le contenu de ta balise title qui va s'afficher en gros caractères sur Google, dans les résultats des recherches. Ce conseil rejoint un peu l'idée des titres accrocheurs. Faut donner envie de cliquer, sauf qu'ici, on ne va pas verser dans les putaclics, mais donner directement à l'internaute ce qu'il recherche. Tous critères confondus, on peut raisonnablement penser que Google accorde plus de poids aux mots-clés placés en début de balise title, mais surtout, reste naturel, reste toujours naturel dans toutes tes actions. L'algorithme a beaucoup évolué pendant des années, et ce qui était vrai hier ne le sera peut-être plus demain. Les changements d'algo mineurs sont difficiles à disséquer. Donc la plus sûre des stratégies reste toujours de rester le plus naturel et le plus logique possible vis-à-vis de l'internaute. Après, Google suivra. Rédige des balises title de 70 caractères maximum, 70 caractères maximum. C'est la taille optimale d'une balise title pour un affichage complet sur tous les supports. Tous les caractères qui dépasseront ne seront pas affichés par Google. Après, je ne dis pas que les caractères tronqués ne sont pas pris en compte. D'ailleurs, chez moi en tout cas, on y retrouve souvent le nom de ta marque qui lui n'a pas forcément besoin d'être affiché à un internaute qui fait des recherches. Quoique, à toi de voir. Tu peux planquer quelques mots-clés supplémentaires en bout de balise title, mais la priorité en tout cas, c'est d'optimiser à fond les 70 premiers caractères pour un affichage optimal dans les SERPs. Titre accrocheur, insertion des mots-clés importants, tout ça. Donc voilà, place bien tes mots-clés dans cette limite afin de faire passer un message clair à Google et puis aux internautes bien sûr. Alors ensuite, grand débat. La balise title, tu indiques ou tu retires le nom de ta marque? Pas mal de super experts en SEO vont te dire que la balise title de tes pages internes ne doivent pas contenir le nom de ton site ou le nom de ta marque.
On va te dire que ça prend de la place inutilement et que le nom de ta marque n'apporte rien à Google pour la compréhension de ton contenu. Moi, personnellement, je ne suis pas trop de cet avis. J'ai fait beaucoup de tests à l'époque Google Panda, quand je gagnais des millions de dollars tous les jours, toutes les secondes, avec mon annuaire de site web wahoo.pro, et j'en ai conclu qu'ajouter le nom de son site ou le nom de sa marque en fin de balise title, c'était une manière de montrer un peu patte blanche à Google. C'est une manière de montrer qu'on n'est pas en train de spammer en bourrinant à fond sa balise title de mots-clés. D'ailleurs, je te fais remarquer que le nom de la marque est parfois rajouté automatiquement par Google lui-même dans les SERPs, lorsqu'elle n'est pas déjà indiquée dans la balise title. Et ça, c'est évidemment afin d'être plus transparent envers l'utilisateur. Enfin, ce n'est que mon humble interprétation. Le débat reste ouvert, mais pour moi, enlever le nom de ta marque de tes pages internes, c'est trop spammy. Ça peut être considéré comme de la suroptimisation selon moi. Après, rien ne t'empêche de le laisser dans la balise title en débordement, c'est-à-dire au-delà de 70 caractères. J'ajoute aussi que pour les titres, les titles d'articles de blog, la question se discute. Pour les pages, j'ai vraiment tendance à faire apparaître le nom de marque dans le title. Après, quand je sors un gros article de blog, un article de blog super user-friendly, super orienté utilisateur, de très haute qualité, de taille supérieure à 2000 mots, j'ai tendance à fortement optimiser le titre de l'article et la balise title. Du coup, je me relâche un peu et je ne mentionne pas le nom de ma marque. L'article se place très bien, mais Google prend parfois la décision de tronquer mon titre et rajoute lui-même le nom de ma marque. Tu vois ça sur la deuxième capture. C'est à toi de trancher. Si tu veux tenter de rédiger un beau titre de 65 caractères bien optimisé et par acquis de conscience, tu fais déborder le nom de ta marque en fin de balise title, voilà, ça me semble être un bon compromis. Autre débat. Est-ce vital de respecter l'ordre des intertitres H1, H2, H3, H4, H5 et H6? Pour rappel, les balises HN, les balises d'intertitres, ce sont les titres ajoutés pour structurer les contenus grâce au HTML. Ils sont censés s'enchaîner et s'imbriquer progressivement. Titre 1, plusieurs titres 2 par exemple, dans lesquels on peut mettre des titres de niveau 3, etc. Observe comment ces balises forment une belle hiérarchie sur la belle slide que je t'ai faite. Tu vois, dans un article qui pose la question « Comment perdre du poids ?», on va aborder la question du sport, dans laquelle on va parler de course à pied et de cyclisme. Ensuite, on va aborder la question de l'alimentation, dans laquelle on va aborder le sujet du jeûne, puis de la raw food, c'est la nourriture crue, tu connais. Et on va parler aussi des jus de légumes. On a bien séparé tout ce qui parle du sport et tout ce qui parle d'alimentation dans un bon gros article de fond sur la perte de poids. Je ne peux pas faire plus clair en faisant un article avec cette structure. Donc tu l'as compris, ces intertitres ont pour objectif de guider l'internaute pendant sa lecture, en hiérarchisant le contenu grâce à des titres et des sous-titres. C'est quand même plus lisible qu'un gros pâté de texte continu tout gris sans aucun intertitre, sans aucun sous-titre. Et comme souvent, ce qui est utile et important pour l'utilisateur, ça l'est aussi pour Google. Ça l'aide quand même à comprendre de quoi parlent tes pages et plus particulièrement tes articles de blog. Google donne également une certaine importance aux mots-clés qui sont intégrés dans tes balises d'intertitres. En particulier la balise H1, le titre principal. Une balise qui devrait être limitée à une seule par page. Une seule balise H1 par page. Mais il donne également beaucoup d'importance, de poids au contenu des balises H2 qui sont également très importante. Bien sûr, si ton article est long et qu'il fouille bien ton sujet dans le détail, ne néglige surtout pas l'utilisation aussi de balises H3, H4 et pourquoi pas H5 et H6 si cela est justifié. Cela ne fera que rajouter de la valeur à ton article. Donc voilà, fais des intertitres qui facilitent la lecture à tes lecteurs et si possible, n'hésite pas à y intégrer quelques expressions clés juteuses pour tenter de te placer encore mieux sur Google. Ça, c'est vraiment la théorie pour faire les choses dans les règles de l'art.
Mais cela n'est pas toujours aussi simple que ça techniquement de structurer un site web complet grâce aux balises d'intertitres. Je pense par exemple au thème WordPress qui utilise ces balises HTML n'importe comment pour faire du texte de grande taille par-ci dans les widgets ou du texte de plus grande taille dans le pied de page. Sur le papier, ça va un peu foutre le bordel dans ta belle hiérarchie. Et je sais d'expérience que corriger son thème WordPress et en particulier les plugins qui créent des widgets, ce n'est pas une mince affaire, surtout si on ne veut pas cochonner tout son code PHP en hardcodant avec des hacks comme des gros dégoûtants. Donc voilà, retiens juste bien que c'est pas toujours facile de corriger le code de son CMS pour que les intertitres apparaissent dans un ordre parfait, comme on l'a vu dans la slide précédente. Alors, on continue à casser un peu les codes. Beaucoup te diront de limiter l'utilisation de la balise H1 à une seule par page, alors que Google a déclaré lui-même qu'il comprenait très bien qu'on puisse vouloir en utiliser plusieurs sur une même page lorsque cela est justifié toujours, tout comme on pourrait le faire dans un document Word ou un document Google Docs qui nécessiterait vraiment d'avoir plusieurs gros titres de niveau 1. Ce que tu peux faire dans un document Word ou dans un document Google Docs, pourquoi tu n'aurais pas envie de le faire dans un article de blog sur un site web ? J'ajoute que le W3C, le World Wide Web Consortium, spécifie maintenant que tu peux utiliser plusieurs balises H1 par page, c'est-à-dire une balise H1 par balise de section, c'est des nouvelles balises HTML. Donc je pense que les puristes qui te disent que c'est super néfaste d'avoir 2-3 balises H1 sur la même page, ils ne sont simplement pas à jour dans leur veille SEO. Faut se mettre à jour les gars. Après, évidemment, si tu utilises 10 fois un titre de niveau 1, il va y avoir une dilution de son poids, de son importance dans la page. Logique. Sinon, on met tout notre contenu dans des balises H1 et ça y est, on est premier sur Google, on est le premier site du monde sur toutes les requêtes. Maintenant que tout cela est dit, quid du respect parfait et rigoureux de l'ordre des intertitres ? Eh bien, certains référenceurs zélés vont te dire que si, par exemple, comme le montre l'illustration, t'oublies une balise H3 entre une balise H2 et une balise H4, tu vas attraper la gale et des petits bras. Autrement dit, ça sera une très grave erreur sanctionnée par Google. Et si tu n'as pas une imbrication parfaite de tes balises sur l'ensemble de ton site, tu n'as aucune chance de te positionner sur des requêtes intéressantes dans Google. Je te jure, j'ai des clients qui sont en contact avec de prestigieuses agences SEO et c'est le genre de conneries qu'on raconte à mes clients pour justifier qu'ils n'arrivent pas à faire grimper le site de mon client. Ils disent des trucs du genre « C'est impossible pour nous de vous positionner sur des mots-clés visés si votre développeur n'est pas capable de corriger la balise H4 inutile qui n'a rien à faire dans votre sidebar. » Alors effectivement, la règle, c'est de respecter une hiérarchie logique. Mais Google comprend tout à fait que lorsqu'on est humain, on peut produire un contenu perfectible au niveau de sa structure. Ça n'enlève pas la qualité de ton contenu si t'es vraiment complet sur ton sujet. On est quand même à l'ère de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les robots de Google peuvent très facilement comprendre s'ils sont face à un contenu de qualité, utile pour l'internaute, ou s'ils sont sur un splog rempli de spinning ou de duplicate content. Les gens qui te demandent de passer 3 semaines à relire tous tes articles pour ajouter la petite balise H3 manquante par-ci par-là, ils ne vivent pas dans le monde réel. Si les informations de tes articles sont à jour pendant ces 3 semaines, tu ferais mieux de produire une demi-douzaine de nouveaux articles de fond en te basant sur l'inbound marketing. Ça vaudra beaucoup mieux que de bricoler 2-3 balises H3 et H4 par-ci par-là. Pareil s'il s'agit de balises H3 ou H4 qui se retrouvent mal exploitées dans ton thème WordPress par exemple ou dans tes widgets. Google est tout à fait capable de comprendre quels sont tes vrais intertitres, c'est-à-dire ceux qui sont relatifs à ton contenu, et quels sont les intertitres redondants qui se retrouvent sur toutes tes pages, et donc qu'il ne faut pas prendre en compte pour positionner tes pages. Alors bien sûr, c'est toujours plus optimal d'avoir une bonne hiérarchie d'intertitres bien propre. Et c'est mieux d'éviter des balises non pertinentes, dans tes widgets par exemple.
Mais si le prix de la perfection t'empêche de créer de bons nouveaux contenus, ou que cela te coûte 1500 € en coût de développement, autant consacrer ton temps et ton argent sur des postes plus rentables, comme la mise en place d'une campagne de publicité Google Ads, la création de netlinking ou la rédaction de nouveaux contenus qualitatifs. Tu ne vas pas te faire blacklister ton site de Google parce que tu as inversé une balise H2 avec une balise H3. Voilà, un peu de bon sens, les amis. Avant de rédiger tes articles, structure bien tes intertitres. Dans l'idéal, il faudrait que lorsqu'on lit uniquement les intertitres H1 à H6 avec l'inspecteur de Google Chrome par exemple, tu as vu les captures précédentes, on devrait immédiatement pouvoir comprendre toute la structure et même presque tout le contenu de ta page ou de ton article. Donc comme je te l'ai dit, l'idéal serait de n'avoir aucune balise d'intertitre dans ta sidebar, tes widgets, ton pied de page, mais pour faire ça, il va souvent falloir passer par de la technique assez complexe et je te déconseille de cramer 2000 balles chez un développeur rien que pour ça. On peut même lancer un débat. Pourquoi autant d'équipes de développeurs américains ne se soucient pas des meilleures pratiques SEO à la française, alors qu'en business, les Américains sont censés être en avance sur nous? Peut-être parce qu'ils ont bien compris que lorsque les balises d'intertitres sont redondantes d'une page à une autre, Google les ignore tout simplement. Faudra qu'on débatte sur le sujet sur le forum privé produitsnumériques.com. Alors, Bourrine multiplie les expressions clés dans les intertitres. Voilà, si possible, tout en restant naturel, hein. Je blaguais. Tente d'insérer plusieurs fois la requête principale visée dans la page, dans la balise H1, mais également dans certaines balises H2, H3, etc. Le must étant d'utiliser des synonymes de ton expression clé. Voilà, des synonymes de ton expression clé principale, au lieu de bourriner toujours le même mot, toujours la même expression clé, exactement la même copier-coller. Après, il faut éviter d'être spammy. L'exemple que j'ai ajouté dans la slide est un peu too much, hein. Je te conseille de te limiter à maximum 3-4 répétitions de ton expression clé et ses dérivés en fonction de la taille de ton article. Sinon, t'es grillé direct. L'idée, c'est de dire gentiment à Google, voilà, mon article parle de la perte de poids au cas où tu l'aurais pas remarqué. Mais l'idée, ce n'est pas de faire du forcing et de s'imposer sur une requête où on ne mérite pas sa première place. Optimiser tout ça finement devrait avoir pour effet d'aider Google à la compréhension de ton contenu et devrait favoriser ton positionnement sur la requête de tes rêves. Alors, rédiger des balises HN de 80 caractères maximum. Le but des intertitres est d'indiquer rapidement au lecteur de quoi vont parler les paragraphes qui suivent. Ce n'est évidemment pas le bon emplacement pour mettre l'entièreté de ton article. Il convient donc de rester précis et concis quand tu es dans ces balises. Cette balise va te permettre de garder l'attention du lecteur au fil de sa lecture et ça va permettre à Google d'identifier plus facilement si tes intertitres contiennent des mots-clés intéressants en phase avec ton contenu, le contenu qui suit tes intertitres. Après, plus tu fourres de contenu dans tes intertitres, plus leur impact individuel risque d'être dilué. Encore une fois, le tout est de rester logique et naturel. Si tu veux un contre-exemple, tu peux voir sur la slide, je t'ai mis une capture de la structure d'un article du site Abondance, le blog d'Olivier Andrieux, l'auteur du livre Réussir son référencement web. Olivier Andrieux est connu pour utiliser et préconiser la balise H2 pour mettre le chapeau de ses articles. Donc on parle quand même d'un gros pavé d'introduction en début d'article. C'est l'extrait que tu peux voir sur la deuxième ligne. Donc ça nous fait quoi? 3, 4, 5 phrases. Forcément, dans du texte continu, ça lui permet d'insérer pas mal d'expressions clés. Et puis Google ne fait pas de problème à Olivier Andrieux. On peut même dire que ça réussit bien à son blog d'actualité qui continue à bien se positionner, même si les news sont souvent assez courtes, assez brèves. Le blog d'Olivier Andrieux est super user-friendly. On n'est pas du tout sur un truc spammy. Après, mon avis perso sur la question, c'est que headings, H1, heading 1, H2, heading 2. Donc, headings et sub-headings, donc pour les H1 et les H2,
etc. Ça veut dire titre et sous-titre. Ça veut pas dire chapeau, ça veut pas dire excerpt, ça veut pas dire résumé de l'article, ça veut pas dire introduction. Tout comme la balise IMG en HTML, elle est faite pour les images. Elle n'est pas faite pour intégrer du texte, tu vois. Tu peux mettre du texte sur une image, mais ça sera pas optimal pour ton SEO. Pour mettre en avant des parties de texte continu, il existe la balise strong. Donc bon, si tu veux tester la technique d'Olivier Andrieux, fais-toi plaisir, mais moi je comprends pas trop la logique et selon moi, ça ne va pas dans le sens de la logique HTML décrite par le W3C. Mais au moins, voilà, je voulais parler de cette technique, comme ça tu sais que ça existe. De toute façon, bien optimisé ou pas, Google te pardonnera beaucoup de choses si tes contenus sont qualitatifs et s'ils répondent aux questions des internautes. Et dans ces articles, Olivier Andrieux répond bien sûr aux questions des internautes. Varie les expressions clés entre la balise title, l'URL et la balise H1. Juste petite précision, ce n'est pas parce que la balise title et la balise H1 ont beaucoup de poids pour ton positionnement que tu dois absolument y indiquer clairement exactement la requête que tu vises. En dupliquant ça dans ta balise title, dans ton titre H1 et dans l'URL de ton site. Fais-toi une faveur, varie les expressions clés de ces trois emplacements. Certains référenceurs français se sont amusés à inventer un terme pour qualifier l'utilisation de ta requête exacte. Dans ces trois emplacements, on appelle ça la triplette de bourrin. Si tu mets pile poil les mêmes mots-clés dans ces trois champs ou dans ces trois emplacements de ton code HTML, tu vas être grillé direct par Google. Rappelle-toi de ce qu'on a vu sur la sémantique. Tu peux user et abuser des variations sémantiques, des synonymes, tout ça. Ça va même te permettre de plus facilement te positionner sur des requêtes secondaires, tout en passant moins pour un bourrin aux yeux de Google. Optimise tes URL, longueur, mots-clés, etc. Évidemment, au départ, par exemple dans WordPress, tu vas activer l'URL rewriting, donc la réécriture d'URL pour avoir des permaliens, des permalinks SEO friendly, donc des liens, des URL qui sont lisibles pour les utilisateurs et plus faciles à comprendre pour Google. Si tu choisis WordPress, c'est tout simple, dans ton tableau de bord, onglet réglages, puis permalien, il y a simplement une option à cocher et c'est tout, c'est automatique. À l'époque, on devait se casser le cul en codant nous-mêmes des fichiers htaccess, apprendre les expressions régulières, les regex, c'était la galère et ça foirait une fois sur deux et on se retrouvait avec du duplicate content interne. Bref, URL SEO friendly, donc des URL réécrites, URL rewriting. Renseigne-toi là-dessus. N'oublie pas que les accents sont fortement déconseillés dans les noms des fichiers sous Linux, sur serveur Linux, serveur web. Donc cela vaut aussi pour les URL. Ne mets pas de préférence d'accent pour ton SEO. Et pour tes fichiers images non plus. Pareil pour tes PDF. Sinon, ton webmaster va te maudire en cas d'erreur d'encodage de caractères quand il va devoir migrer ton site d'un endroit à un autre. Ensuite, l'idéal serait d'avoir des URL ne dépassant pas les 68 caractères au total, nom de domaine et protocole HTTPS compris. Tu peux aller au-delà, mais Google va tronquer l'URL dans les résultats. C'est pour cela qu'il peut être parfois intéressant de choisir de te lancer avec ton site sans les 3 fois W. À voir si cela te paraît esthétique. Personnellement, quand le nom de domaine devient vraiment trop long, je n'utilise pas les 3 fois W, donc je mets une redirection permanente vers le nom de domaine seul. Donc pour l'utilisateur qui tente de taper le nom de mon site avec les 3 fois W, je mets une redirection permanente vers le nom de domaine seul, exemple.com. Par contre, quand le nom de domaine est moyennement court, je prends une décision au feeling. Est-ce que je trouve que le nom de domaine donne bien avec les 3 fois W ou non? Voilà, c'est un choix personnel. Parfois, je me dis que les internautes sont habitués de voir les 3 fois W dans les URL. Ça les rassure, donc je les mets. Après, ce que je te raconte là est déjà à moitié obsolète parce que Google Chrome vient justement de faire une mise à jour où il a décidé lui-même de masquer le sous-domaine de tes URL lorsque le sous-domaine c'est 3 fois W. Donc il affiche plus un internaute, il faut cliquer dans la barre d'adresse pour voir réapparaître la version avec les 3 fois W. Donc voilà, ça n'a pas une grosse incidence sur le SEO, juste fais un choix et tu t'y cantonnes quoi.
Tente également, si possible, d'insérer 3 ou 4 mots-clés pertinents dans tes URL. Évite les stop words. Les stop words, c'est les mots très courts tels que le, la, les, de, du, des. Google ne les prend pas vraiment en compte lors des recherches pour te classer, pour classer ton site. Donc, inutile d'allonger tes URL avec des mots comme ça. Voilà, je pense que 3 ou 4 mots-clés pertinents séparés par des petits tirets, c'est vraiment pas mal. Et si possible, varie un peu ces mots-clés par rapport à ceux qui sont déjà présents dans tes titles. Donc, dans WordPress, ne laisse pas la valeur par défaut qui va te définir automatiquement. C'est tellement simple à modifier. Tu double-cliques simplement dessus, sur le permalien, et tu peux personnaliser ça avant la première publication de ta page ou avant la première publication de ton article. Essaie d'y penser parce que sinon Google va t'indexer ton article et si tu veux changer par après, tu vas devoir faire une redirection et ça va pas être optimal du tout. Donc te prive pas de personnaliser tes URL, tes permaliens dans WordPress ou avec un autre CMS si tu as choisi un autre CMS. Mets tes mots importants en gras, balise strong et en italique, balise EM. Personnellement, moi je le fais pas beaucoup, mais beaucoup prétendent que la mise en évidence avec la balise strong et même avec la balise d'emphase, EM, ça augmenterait le poids de ta page sur les mots-clés concernés. Personnellement, si je le fais pas trop, c'est parce que moi, lorsque j'écris naturellement un article, je mets rarement en évidence mes expressions clés principales grâce à du texte en gras ou en italique. Donc je dis bien, quand je rédige naturellement, sans penser à Google. Donc quand je rédige naturellement, j'utilise plutôt ces balises pour donner un autre ton à ma voix de narrateur, faire une remarque en marge de ce que je suis en train de dire, prendre un ton plus oral avec de l'italique, ou crier quelque chose de précis avec du gras. Je ne suis donc pas un féru de la balise strong à des fins de SEO. Je préfère passer du temps à optimiser la sémantique de mes images par exemple. Après, c'est à toi de voir, mais n'abuse pas, sinon ton site va puer le site satellite SEO à plein nez. Limite-toi peut-être à une expression clé en gras tous les 150 ou tous les 200 mots. La mise en gras des éléments importants devrait être là pour faciliter la lecture de l'internaute et lui permettre d'avoir les informations essentielles en lecture rapide, en lecture en diagonale. Si tu utilises les balises strong et les balises d'emphase EM, comme ça, Google, comme l'internaute, devrait chacun accorder plus d'importance au texte que tu mets en évidence, puisque celui-ci sert à comprendre plus rapidement le fond de ton article. Du coup, ça devrait aider pour ton positionnement sur Google, ça devrait aider ton référencement, mais ça devrait aider aussi tes lecteurs à être accros à tes articles. Est-ce que tu dois rédiger des articles de plus de 1000 mots ? Oui et non. Encore une fois, ça dépend. Certains messages, certains contenus sont faits pour être clairs, brefs et précis. C'est par exemple le cas de brèves, des actualités, des fresh news. Mais ce type de publication ne fait pas long feu généralement dans les SERPs. En parallèle, ou plutôt à l'opposé, certains sujets, eux, méritent d'être brossés dans le détail, dans des articles qui peuvent faire plusieurs milliers de mots. C'est plutôt de l'entre-deux dont je me méfierais, tu vois, si j'étais toi. Genre, je me méfierais des articles de 300 à 600 mots. Tu verras que des landing pages très courtes se positionnent très bien à partir du moment où elles satisfont le visiteur. Tu te souviens du pogo sticking. Soit l'internaute arrête ses recherches après consultation de ton site, soit il passe plusieurs minutes sur tes pages, des landing pages bien construites en long form content qui contiennent très peu de texte mais qui peuvent être très performants niveau SEO. Paradoxalement, si j'observe mes articles de blog naturels les plus performants, il m'est arrivé d'avoir d'excellents résultats avec des articles de fond pouvant aller jusqu'à 6000 mots. Bien sûr, c'était des articles parfaitement structurés avec des balises H2, H3, H4, etc. Le tout reste d'apporter un contenu ayant une valeur ajoutée à l'internaute. Ces articles de fond ramassent du trafic de longue traîne très large, tout simplement car ils brossent toute une thématique sous tous les angles. Mais certains référenceurs me contrediront et diront qu'en termes de SEO, il vaut mieux créer 12 articles de 500 mots en visant une requête précise à chaque fois, plutôt que de réaliser, comme je le fais souvent, un article de fond de 6000 mots.
Ce sont deux stratégies différentes. Après, j'ai ma petite idée sur la stratégie la plus valable. Ce que j'observe, c'est que plus un contenu est long, plus le traitement de la problématique sera considéré comme complet et qualitatif par Google. Ton article a donc plus de chances d'apparaître en bonne position, surtout si tes concurrents ont de tout petits articles de rien du tout. Après, bien sûr, il faut que ton article soit de qualité, bien rédigé, bien structuré et bien optimisé. Et surtout, tu dois pas avoir fait du copier-coller, tu dois pas t'être servi par-ci par-là. Ça doit être un article qui vient de toi. Pour trancher sur la question, petits ou grands articles, je te conseille simplement de te demander ce que tes lecteurs préfèrent. Où sont tes clients potentiels? Est-ce qu'ils préfèrent lire un bon gros article de fond bien construit, ou est-ce qu'ils aiment venir piocher dans des micro-contenus, du snacking content? Est-ce que tes clients désirent tout savoir sur le sujet que tu abordes, ou est-ce qu'ils viennent piocher vite fait une information pour se barrer le plus vite possible de ton site? Réfléchis à comment tu veux intégrer ça dans une stratégie de vente, de marketing, d'inbound marketing même. Tout est question de stratégie. Trouve celle qui correspond le mieux à ce que tu vends et à qui tu le vends. Mais attention, ne va pas verser dans les pages spammy, les pages qui ont l'air d'être du spam. Donc des pages vides de contenu, vides de sens. Sinon, gare à Google Panda, l'algorithme sur la qualité du contenu. Après, comme on l'a vu le premier jour de formation, rédiger des contenus supérieurs à 1000 ou 2000 mots va te permettre aussi d'apporter une information riche, mais aussi ça va te permettre d'exploiter à fond le champ lexical de ta thématique en utilisant un maximum de sémantique, ce qui va te permettre de te positionner beaucoup plus facilement et avoir l'air plus naturel aux yeux de Google. Tu te rappelles de la puissance de la sémantique. Et comme pour chaque règle en SEO, il y a des exceptions. Petit contre-exemple, les pages d'archives WordPress par exemple. Ces pages par essence ne sont pas faites pour accueillir du contenu, mais uniquement des liens et des résumés. Donc on parle par exemple des pages de catégories, des pages de tags, des pages d'auteurs, des pages qui regroupent tous les articles d'un même auteur. Et on parle aussi des pages de dates, où les articles sont classés par mois, a priori des pages pas très utiles. Mais ça peut arriver d'en voir se positionner en première page de Google, car ces pages répertorient des liens qui peuvent être tous pertinents pour un sujet précis, pour une question précise. C'est pour ça qu'il peut être intéressant d'enfiler ton manteau d'expert WordPress et d'aller optimiser les titles de tes pages d'archives. Ajoute un peu de contenu en introduction de ces pages, une belle image, et tu peux aussi styliser un peu la façon dont tes articles sont présentés sur ces pages d'archives. Ça peut vraiment faire la différence pour toi si tu as un gros blog. Et surtout, si tu as déjà un peu de trafic issu de Google sur ce genre de page. Tu sais bien, améliore toujours tes pages, améliore toujours l'existant, surtout si tu as déjà de bonnes positions sur Google, surtout si tu as déjà un peu de trafic. Voilà, donc faut toujours prendre avec des pincettes en fait, les conseils sur la quantité de texte idéal. Pour chaque requête, pour chaque type de contenu, pour Google, il y a une quantité de texte idéale, mais il n'y a pas une seule quantité de texte idéale pour le référencement naturel, pour le SEO, globalement. Allez, rédige du contenu à destination des humains et non des robots. Excuse-moi, on en a déjà parlé, ça paraît logique, mais on parle de pertinence ici, donc je suis obligé d'en rajouter une couche. Donc rédiger pour les humains et pas pour les robots. Ce conseil semble évident alors qu'on approche de 2020, là, au moment où j'enregistre cette formation. Pourtant, on voit toujours des masses de contenus rédigés pour pas cher et qui n'apprennent rien au lecteur au bout de 750 mots. Faut pas croire que Google n'est qu'un robot, Il s'aide d'intelligence artificielle, tout ça, mais il y a aussi des gars qui bossent derrière. Les équipes de Google Search, notamment en français, et les équipes de Quality Raters, contrôle qualité, qui donnent des notes toute la journée sur les résultats de Google. Et ces mecs qui bossent chez Google sont sous clause de confidentialité, même si les Quality Raters bossent depuis chez eux. D'après Search Engine Land, c'est un gros blog sur le SEO, Google emploierait plus de 10 000 personnes pour ça, pour faire le Quality Rater, rien que pour vérifier les résultats qui apparaissent sur Google. Donc moi, ce que je te propose,
c'est de choisir le parti pris de la qualité pour éviter de te faire blacklister ton réseau en cas de vérification manuelle d'un collaborateur de notre ami Google. Aussi, par pitié, ne fais pas volontairement de fautes d'orthographe dans ton site ou dans tes liens pour essayer de gagner du trafic sur des requêtes mal orthographiées. Google a un correcteur orthographique intégré à son algorithme et comprend très bien les fautes d'orthographe. Écris correctement, s'il te plaît, avec des accents et des mots de liaison là où il faut que ça soit dans ton site ou en dehors de ton site, là où tu vas chercher tes liens externes. D'ailleurs, cette remarque vaut aussi pour tout ce qui est singulier, pluriel, féminin, masculin, etc. Pas besoin de te forcer à insérer tes mots-clés au pluriel féminin si cela n'est pas justifié pour l'utilisateur. Google trouvera quand même ton site. Je précise ça parce que le conseil des fautes d'orthographe, on peut le trouver dans de prestigieux bouquins sur le SEO, alors que c'est complètement bidon. Comme je l'ai déjà dit pendant le premier jour de formation, Google en vient même à te positionner aujourd'hui sur des requêtes qui n'apparaissent, sur des mots-clés, qui n'apparaissent même pas dans tes pages, tout simplement parce qu'il comprend la sémantique dans ton site et en dehors de ton site, là où tu vas te créer tes liens externes. Rédige des contenus enrichis et faciles à lire avec les balises HTML qui vont bien. La présentation de tes contenus doit être aérée. Cela peut se faire à travers une structure d'intertitres clairs, mais aussi grâce aux listes à puces, aux listes ordonnées, grâce aux tableaux HTML si c'est justifié, et tout un mélange de différentes natures de contenus comme les images et les vidéos. Aujourd'hui, rédiger un article de fond sans images est presque impensable. Les internautes sont impatients. Il paraît que nous serions exposés à pas moins de 15 000 stimuli commerciaux par jour et par personne. Difficile de garder l'attention d'un lecteur. Il est vraiment nécessaire d'enrichir tes contenus texte par des images illustratives qui pourront favoriser la compréhension de ton sujet. Google aime les contenus variés qui démontrent une richesse des ressources proposées en réponse à l'internaute. Un contenu bien structuré et riche donnera du rythme à la lecture, facilitant ainsi la digestion des informations par les lecteurs. Sans compter que le fait d'exploiter toutes les balises HTML qui sont à ta disposition va même maximiser tes chances d'obtenir des featured snippets. Autrement dit, le Graal. Ça pourrait te permettre de te placer en position 0, avec un extrait de ton contenu directement présenté dans Google sans qu'on ait à visiter ton site. Bon, c'est un mal pour un bien. Donc côté lecteur, plus le temps de visite sera long sur ton site, plus Google pourrait estimer que tes pages sont pertinentes à présenter à ses utilisateurs. A contrario, un temps de visite court enverra parfois un message négatif à Google. Le pogo sticking, on a vu ce que c'était, ce n'est pas un mythe. Pour garder tes lecteurs sur ton contenu aussi, il est important de vérifier l'orthographe et la grammaire, on vient de le voir, mais pas que. Google sait détecter les fautes d'orthographe et aussi de grammaire. On peut imaginer que si ton site est truffé de fautes d'orthographe ou de langage SMS, il peut juger qu'il est de faible qualité. On n'a pas tous des sites de l'envergure du forum de jeuxvideo.com, avec le fameux forum 1825. Bref, ce que je voulais dire avec cette slide, c'est que la qualité de ton contenu à tous les niveaux influence ton référencement. Si Google a le choix entre deux sites web, des sites web équivalents en termes de notoriété et en termes de contenu, mais que l'un des deux est bien rédigé et pas l'autre, il est probable qu'il favorise celui écrit sans faute d'orthographe. Voilà, c'était pour en remettre une couche. Alors, installer Google Search Console. Après avoir vérifié tout ce qu'on vient de voir ensemble, tu vas maintenant pouvoir passer à l'étape où tu vas installer Google Search Console sur ton site. Donc avant ça s'appelait Google Webmaster Tools. Tu vas notamment pouvoir y soumettre le plan de ton site au format XML. C'est le fameux fichier sitemap.xml, sitemap pour plan de site. Si tu es sous WordPress, tu verras que tous les plugins de SEO dignes de ce nom vont te générer automatiquement un fichier sitemap optimisé. Dans Google Search Console, tu vas aussi pouvoir demander à Google d'explorer ton site. Inutile d'abuser de cette fonctionnalité, n'y passe pas une demi-heure tous les matins, mais pour ta première indexation, la première indexation de ton site, ou en cas de grosse mise à jour de certaines pages, pourquoi pas l'utiliser? Alors, remarque importante, avant, dans l'ancienne version du Google Webmaster Tools, on pouvait demander à Google d'explorer une page,
et tous ces liens. Donc on pouvait rapidement mettre à jour des dizaines et des dizaines d'URL simultanément. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle version de l'outil, on ne peut forcer l'exploration des pages qu'une seule à la fois, une seule page à la fois. C'est déjà ça. Si vraiment tu as fait une grosse mise à jour pour une page, pour une landing page par exemple, au moins la fonctionnalité a le mérite d'exister. Et même si tu as un site de 15 pages par exemple, demander à Google de tout mettre à jour n'est pas insurmontable non plus. Voilà. T'en as pour 5-10 minutes quoi. Après, je voudrais quand même te dire que la console Webmaster de Google est un outil utile, certes, pour détecter certaines erreurs dans ton site, mais ce n'est pas parce que tu passes tes journées dessus à vérifier que tu n'as aucune erreur que ton site va grimper sur Google, hein, soyons clairs. Les leviers principaux pour se placer dans Google, ça reste le contenu et la notoriété. Si tu as 2 pages et 3 articles sur ton site, ne t'attends pas à faire 2000 visiteurs par jour, même si tous les voyants de Google Search Console sont au vert. Je te dis ça parce que j'ai plusieurs clients qui sont complètement obnubilés par cet outil. Quand je leur propose des campagnes de netlinking, des actions de création de contenu pour leur site web ou des campagnes publicitaires, ils ne veulent pas m'écouter. Par contre, dès qu'ils reçoivent le moindre faux positif dans leur Google Search Console, ils sont prêts à me payer 500-600 balles de la journée pour investiguer et leur expliquer simplement les messages que l'outil de Google leur a envoyés automatiquement. Et t'as beau leur dire qu'il ferait mieux de te filer de la thune pour faire du vrai SEO, les mecs font la sourde oreille et continuent de ne jurer que par les messages de la console pour Webmaster de Google. Enfin moi, en attendant, je m'en fous. Je suis payé, mais le référencement de ces clients n'évolue pas quoi. Pour moi, c'est pas grave, on me demande pas de garantir des résultats. Tant pis pour eux. Utilisez les microdonnées de Google Search Console. Certains types de contenus peuvent profiter des microdonnées ou balisage de données structurées ou rich snippets. Voilà, tout ça veut dire la même chose. Mettre ça en place va aider Google à interpréter tes contenus et à les présenter de façon originale dans les SERPs. Ça peut fonctionner pour les recettes de cuisine, tu peux afficher le nombre de calories de ta recette. Ça peut fonctionner pour les films, les articles qui peuvent recevoir des notes, etc. Si tu as un e-commerce, ça peut te permettre d'afficher le prix de tes produits. Ou si tes produits sont en stock, plein de trucs comme ça. Ce paramétrage se fait soit directement dans ton code source HTML, sans rien dire à Google, ou si tu fais confiance à la Google Webmaster, la console Webmaster, tu peux aussi en faire la déclaration, dans la console. Ça se passe dans apparence, dans les résultats de recherche, et puis dans marqueur de données, un truc comme ça. La mise en place de Rich Snippets ne va pas directement faire monter ton site. Par contre, il est évident qu'avec ces contenus enrichis, présents dans les résultats de recherche de Google, tu vas attirer plus le regard, et donc tu vas attirer plus de clics vers ton site. Donc voilà, si tu veux tenter de mieux faire ressortir une page dans les SERP, en lui ajoutant des informations complémentaires, quand c'est justifié, je te renvoie à la documentation officielle de Google qui t'expliquera très bien comment baliser ton code HTML pour tenter de faire afficher ces données structurées. Après, je tiens quand même à t'avertir, tous les sites ne sont pas éligibles à ça dès le départ. Il va falloir avoir un site un peu trusté, avec un peu d'ancienneté, un peu de contenu et surtout d'autorité pour que ces données structurées apparaissent dans Google. C'est fini le temps où on pouvait se faire apparaître 5 étoiles sur toutes ces pages en faisant n'importe quoi. Voilà, tu vois bien, dès que les référenceurs abusent, Google prend des mesures. Les petits détails qui aident, ajouter une baseline à côté de ton logo et optimiser finement ton pied de page. Alors ici on va parler de zones qui se retrouvent sur l'ensemble du site, donc sur toutes les pages. Des zones où ça serait vraiment dommage de se priver de mettre tes expressions clés principales. Pour les robots de Google, faire ça peut réellement générer une augmentation significative de la pertinence de ton site, de l'ensemble de ton site, sur tes mots-clés principaux. En tout cas, pour ta page d'accueil au moins. Certains diront que l'entête, le pied de page et la sidebar ne sont jamais pris en compte par Google. Et moi je te dis le contraire. Encore une fois, au moins pour la page d'accueil. C'est une hérésie d'imaginer que Google ne va pas prendre en compte une source d'information aussi importante que la bottom line présente dans la zone de copyright
ou la mini description que tu pourrais faire apparaître sur toutes les pages de ton site en pied de page, hein, en footer, ou même la baseline, ton slogan qui pourrait apparaître sur toutes tes pages dans l'entête de ton site, juste en dessous de ton logo. Alors effectivement, cela servira plutôt à renforcer ton top keyword. Donc a priori, le positionnement de ta page d'accueil sur ton mot-clé principal. Mais optimiser ces zones froides renforcera encore plus le thème principal de ton site aux yeux de Google. Je pousserais même le vice à dire que si tu peux créer un texte unique pour chaque page, pour chacun de tes pieds de page, par exemple via un custom field WordPress à intégrer dans ton thème enfant, cela peut vraiment booster ta longue traîne. Je compte tester ça bientôt sur kimcommunication.com ou EasyHoster. Tu pourras aller voir et on pourra discuter de tout ça sur le groupe privé. Donc voilà, pour l'entête, l'idée c'est d'ajouter par exemple une baseline en dessous du logo. Tu y mets l'une de tes requêtes principales et tu mets ça dans une balise H2 par exemple. Ah, tu vois, je te mets tout sur le slide. Hein. Voilà, comme tu peux le voir sur la première illustration, il s'agit de placer un texte optimisé SEO sous forme de slogan à proximité du logo afin que le texte, le code HTML, soit placé en haut de la page, sur toutes les pages du site. Le but de l'opération est d'avoir un contenu pertinent et optimisé SEO, pensé pour les mots-clés, qui soient placés en haut de la page. C'est vraiment pensé pour renforcer la sémantique du site sur la requête qu'on vise. Après, le must qui prend un peu plus de temps, ça serait d'avoir un texte différent pour chaque page, à cet endroit-là. Ouais, quelque part dans l'entête, quelque part dans le pied de page, etc. Ça forcerait Google à prendre en considération un en-tête unique pour chaque page du site et un pied de page unique pour chaque page du site. Là, c'est vraiment de l'optimisation avancée, on peaufine et on va chercher du trafic sur Google et des positions pour plein de pages. Et voilà, et puis pour le pied de page, donc deuxième illustration, là pareil, tu peux ajouter tes mots-clés principaux dans le footer, dans un widget texte descriptif, hein, donc widget WordPress par exemple, et aussi, au même niveau que la ligne du copyright, bah, t'ajoutes aussi tes mots-clés. Pour moi, c'est vraiment une zone importante puisque c'est là, entre autres, que Google va aller chercher c'est quoi le nom réel de ton site. C'est quoi ta dénomination commerciale? Donc si tu regardes bien sur les illustrations, on voit que j'ai une balise H2 en en-tête, la baseline, une balise H4 dans le pied de page, un texte descriptif qui peut éventuellement évoluer sur chacune de mes pages avec un peu de travail, et dans ma bottom line, une balise strong où on retrouve mon mot-clé principal. Alors, développer ta page de mention légale. Souvent, les pages de mention légale se résument au strict minimum. Quelques informations légales, copier-coller, tes coordonnées et basta. Sauf que d'après mes tests et mes observations, cette page peut très bien se positionner naturellement si tu tentes d'y intégrer du contenu original. Il n'est pas rare que Google positionne cette page, par exemple, sur le nom de ta marque, en deuxième résultat par exemple, ou dans les sitelinks. Aucune loi ne t'interdit d'ajouter un peu de marketing et de SEO à cette page, d'autant que même les utilisateurs sont friands de cette page. On s'imagine souvent qu'on va y découvrir des informations secrètes, donc on va jeter un petit coup d'œil. Essaye de réaliser une page de mention légale plus conviviale que la moyenne. C'est une page comme une autre qui risque d'être visitée par pas mal d'internautes de passage. Ne la néglige pas. Elle peut te faire gagner des clients. Ajoute-y quelques arguments commerciaux, un call to action, un petit peu de marketing, bon sang. Sur tes longs articles, prends le temps de réaliser des sommaires avec des liens ancrés. Pour ton lecteur, les liens ancrés internes aux articles permettent d'accéder plus rapidement à une information précise, en particulier dans le cas d'un article très volumineux. Un simple clic te permet de descendre directement à la section souhaitée. Concernant Google, les encres sont lues aussi par ces robots et peuvent permettre d'accentuer sa compréhension du contenu et donc lui faciliter le référencement des zones de ton article. On voit d'ailleurs très souvent ces liens ancrés apparaître dans les SERPs de Google. Cela prouve bien que ces liens ancrés sont largement pris en compte par le moteur de recherche. Pour ajouter un sommaire automatiquement à tes articles WordPress, rends-toi dans ton moteur de recherche de plugins WP et cherche Table of Content. Tu vas tomber sur des plugins comme Easy Table ou Lucky WP Table, ça va te faire apparaître pour toi à ta place
un sommaire en haut de tes articles. Sur les landing pages, on peut d'ailleurs reproduire cet effet bénéfique avec des petits boutons, des sortes de call to action, qui ne sont rien d'autre que des liens ancrés aussi finalement. Donc je te parle bien de petits call to action qui vont te permettre de descendre à différentes zones dans la page. J'utilise souvent ça, tu peux retrouver ça par exemple sur le site de mon agence web, kimcommunication.com. Donc n'écoute pas ceux qui te diraient qu'il pourrait y avoir un souci avec l'utilisation de liens ancrés, donc les liens qui renvoient grâce à un caractère dièse, le petit carré, à un certain élément de ta page. C'est même plutôt bénéfique pour ton référencement. Par contre, ce que tu dois éviter, c'est toutes les URL de type tracking campaign, donc pour faire le suivi de campagnes publicitaires. Donc ça contient des paramètres tels que UTM_source, UTM_medium et UTM_campaign. Tu as certainement déjà dû voir ça quelque part. En tout cas, évite d'utiliser des liens comme ça, des tracking campaigns, pour tes liens internes surtout. Il ne faudrait pas diluer le poids de tes liens internes ou même créer du duplicate content interne inutilement. Les outils de mesure d'audience tels que Google Analytics suivent très bien les flux de trafic interne à ton site. Inutile d'y accoler un suivi spécifique dans tes URL. Voilà. Au mieux, ça ne fait que rallonger inutilement l'analyse du site par Google et aussi la visite des URL par tes utilisateurs. Donc des liens ancrés, oui, surtout si c'est utile pour descendre dans différentes sections de tes articles, et des liens de tracking de campagnes publicitaires, voilà, selon moi, à éviter. Créer des liens externes uniquement vers des sites d'autorité. Je fais partie de ceux qui pensent que faire des liens externes très pertinents te rendent crédible aux yeux de Google. J'en viens même parfois à faire des liens vers mes concurrents quand il s'agit de grosses boîtes indétrônables telles que Wix ou OVH par exemple. Ça donne ça, tu peux voir ça sur la slide. Pour la création de votre site internet et votre hébergement web, je vous conseille de vous rendre sur Wix, EasyHoster ou OVH. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Faire des liens sortants vers des sites d'autorité proches de la thématique principale est une autre façon de faire comprendre à Google de quoi tu parles dans ton site cible. On peut exploiter ça dans nos propres articles en faisant des liens externes pertinents, des trust links vers des sites d'autorité. Mais on peut aussi s'intégrer soi-même dans une liste de sites web type comparateur de sites web, comparateur d'hébergement web dans mon cas, etc. Et on peut s'y incruster au milieu de sociétés qui sont déjà bien établies. Allez, prends 2 secondes pour réfléchir à cette technique. Tu crées un comparatif de sites web dans ta thématique, tu fais une liste de tes 10 concurrents, des 10 mastodontes de ton secteur, et tu t'y mets en plein milieu. On pourrait imaginer que Google considère que nos amis nous définissent. Des liens sortants, chez nous ou autour de nous, vers des sites d'autorité ayant la même thématique que nous, renforcerait son point de vue nous concernant pour les requêtes qu'on partage avec nos concurrents ou d'autres sites de notre thématique. Je sais pas si je suis clair. Voilà, on est toujours dans la sémantique, on mélange un peu tout. On se frotte un peu à nos concurrents qui eux sont déjà positionnés, qui eux sont déjà placés pour tenter d'aller chercher des requêtes, ne fût-ce que sur de la longue traîne. Soyons honnêtes. Il y a des entreprises vers lesquelles on peut se permettre de faire un lien. Elles sont clairement indétrônables. Alors, à contrario, je te conseille si possible d'éviter de faire des liens sortants vers des petits sites qui ne sont pas bien établis. Des sites sans rapport avec ta thématique, ou pire, des sites à risque, comme des sites réservés aux adultes, des sites de jeux d'argent, des sites de vente de médicaments ou de tabac, ce genre de choses. Voilà, c'était mon dernier conseil de la journée concernant la pertinence sur son propre site web. Je ne sais pas toi, mais je vais me faire une bonne grosse pause là, me reposer un peu pour pouvoir réenchaîner avec toi demain. On est quand même sur de la longue formation bien dense. Repose-toi, relis un peu tes notes, mets-les au propre si tu veux. On se donne rendez-vous demain dans le 3e jour de formation pour la 2e partie sur la pertinence, donc on continue demain. Et puis le dernier jour, on parlera de notoriété, d'autorité et de fine-tuning, les petits trucs en plus pour aller encore plus loin. Je te garde le meilleur pour la fin, en vrai. Allez, ciao, à demain.